Pause qu'on démarre. Alors, comme d'habitude, on est filmé et retransmis en direct. Le secrétaire de séance, Frédéric Casaïs, et les pouvoirs. Alors, Joseph Silachom, qui est là pour l'instant, mais qui devra partir avant la fin du conseil, donne son pouvoir à partir du moment où il sera parti, à Marie-David. Catherine Roufiange donne son pouvoir à Jean-Claude Charrier, Catherine Bouillet à David Burneau, Damien Gros à Patricia Elias, Pierre-Marie Bon à Sylvie Dubreuil-Moreau, Stéphanie Lauberton qui sera, elle, en retard parce qu'en réunion, qui arrivera au cours du conseil, à Valérie Thomazeau jusqu'à qu'elle arrive, Delphine Lecomte pour moi-même et Fabienne Orsil pour Sandrine Gauvry. Il nous faut approuver et adopter le procès-verbal du conseil municipal dernier, donc du 20 mars. Est-ce que vous avez des remarques ? Aucune remarque, donc le PV est adopté. Est-ce que vous avez des questions sur les décisions du maire ? David ? C'est sur le premier point, sur les frais d'avocat, je voudrais savoir de ce dont ça parle. Voilà. C'est un recours contre un permis de construire. C'était un permis de construire sur la rue des Arentais qui avait été déposé pour un cabinet d'ostéo. Les voisins riverains à la maison individuelle refusaient le projet par peur de problèmes de voisinage liés au véhicule. Donc on doit systématiquement prendre un avocat. Donc vous avez le coup là. Pour information, voilà, le permis a été retiré. Donc parce que pas lié au permis en lui-même, c'est le projet qui se fait plus. Et un nouveau permis a été déposé, mais là pour une maison individuelle. Donc il se peut qu'on n'ait pas de recours sur ce permis-là. En tout cas, 2 300 € hors taxe de dépenser quand même pour ce sujet. Voilà pourquoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. David non plus, c'est bon ? Oui, super. Merci. Alors, nous accueillons aujourd'hui pour le premier point, donc Patricia Bruno, qui est chargée de mission au pôle Loire-Savignoble sur tout ce qui est transition écologique et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir pour nous parler donc des énergies renouvelables et des zones d'accélération de ces énergies. Je vous laisse la parole. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je suis venue présenter en fait les zones d'accélération sur les énergies renouvelables, en binôme avec Madame Dubreuil-Moreau. Je vais juste faire la partie plus administrative. En fait, les zones d'accélération d'énergie renouvelable, en fait, sont une obligation réglementaire qui découle de la loi du 10 mars 2023 pour définir des zones à l'échelle nationale sur chacune des communes, des zones qui soient favorables à l'implantation des énergies renouvelables. L'objectif de cette loi, c'est de pouvoir accélérer ces projets-là à l'échelle nationale et de pouvoir atteindre les objectifs de production d'énergie renouvelable au niveau national. Cette loi impose également un ensemble de dispositions, dont une qui va concerner particulièrement également les communes. C'est la solarisation des parkings existants, avec donc pour les plus grands parkings supérieurs à 10 000 m2, l'obligation au moins d'étudier la solarisation de ces parkings d'ici juillet 2026. D'ailleurs, cette obligation au passage concerne également les parkings privés. Et pour les parkings supérieurs à 1500 m2, également donc un délai un petit peu plus long, juillet 2028, pour étudier si ces parkings pourraient accueillir des ombrières. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce volet-là, mais c'est un sujet qui va sans doute vous concerner chaque commune au niveau français. Et il y a un ensemble de dispositions et de dérogations qui sont possibles pour ne pas solariser les parkings, notamment s'ils sont végétalisés à plus de 50%. Néanmoins, c'est intéressant d'avoir cette disposition pour essayer d'atteindre les objectifs.
Donc l'État a indiqué que dans ces zones d'accélération pour les énergies renouvelables, il s'engage à avoir des délais de procédure plus courts pour obtenir les autorisations de réalisation des projets. Il a également évoqué des bonifications tarifaires pour les projets les plus importants. Néanmoins, à ce jour, le cadre n'est pas défini, donc on ne sait pas quels sont les projets qui pourront bénéficier de ces bonifications. Donc en tout cas au niveau français, donc les sorinières bien entendu sont concernées. Chaque commune a défini des zones d'accélération pour ces énergies renouvelables. Il s'agit de zones propices où des projets peuvent s'implanter. Ce n'est pas en fait, ce ne sont pas des zones avec des projets identifiés. Ce sont des zones vraiment qui sont favorables, des zones assez larges. Ce qui veut dire que des projets d'énergie renouvelable, par exemple, si vous souhaitez implanter des panneaux solaires en dehors des zones qui vont être présentées dans les cartes, c'est possible. Et réciproquement, en fait, certaines zones, au final, pourraient ne pas accueillir de projets. Donc c'est vraiment des zones qui sont réputée favorable, et le fait que chaque commune et que votre commune définisse ces zones, ça envoie quand même un message positif pour les porteurs de projets, pour qui peuvent peut-être vous avez déjà eu des contacts avec des entreprises privées qui sont venues vous faire des propositions de développement de projets d'énergie renouvelable. En tout cas, c'est aussi l'intention de pouvoir définir ces zones et accélérer la réalisation de projets d'énergie renouvelable. Ce zonage a vocation à être actualisé tous les 5 ans. Et donc sur les sorinières, il y a 3 types d'énergie qui ont été identifiés sur ces potentiels. Donc l'énergie solaire, avec la possibilité d'implanter des panneaux photovoltaïques donc pour produire de l'électricité. L'énergie également thermique, solaire thermique pour produire de la chaleur, la biomasse avec donc vous avez identifié notamment des zones où il pourrait être étudié l'implantation de réseaux de chaleur urbains, et la géothermie également pour la chaleur. Je te laisse. Soir. Du coup, je vais prendre la main pour vous expliquer les choix qu'on a faits. Ces choix, ils ont été travaillés avec un groupe de travail cet hiver. Donc, et du coup, il y avait eu la délibération qui avait été faite en mois de décembre. C'était sur les modalités de concertation donc, qui avait été faite. Donc là, c'est vraiment sur les cartographies avec énergie par énergie. Donc il y a, comme disait Patricia, il y a plusieurs énergies qui ont été ciblées, fléchées. On a réfléchi sur les zones. Et il y a 2 types d'énergie que nous avons écartés. Je vous les expliquerai aussi pourquoi on vous propose ce choix-là. Donc sur le réseau de chaleur, donc juste un petit rappel pour un peu plus technique. Les réseaux de chaleur sont des systèmes de production de chaleur à partir d'une chaufferie centralisée pour ensuite la distribuer et chauffer ainsi plusieurs bâtiments. Alors notre commune actuellement, elle n'est pas intégrée dans le schéma directeur de développement des réseaux de chaleur de la métropole, mais on souhaite faire ce choix d'étudier cette possibilité de l'intégrer à terme dans la zone identifiée donc en rouge, en violet. Et du coup, on a fléché cette zone-là parce qu'il y a une centralité qui se dégage autour de la salle Alice Mia et de nombreux bâtiments publics et de collectifs d'habitation sur cette zone-là. Donc il y aurait une cohérence à étudier l'installation d'une ou plusieurs petites unités de petites chaufferies centralisées qui pourraient éventuellement permettre de couvrir en totalité ou en partie les besoins de production de ces équipements. Voilà pour le réseau de chaleur. Alors, le solaire ombrière. Donc, du coup, les ombrières solaires, c'est juste pour rappel, mais vous le savez sûrement, c'est des supports métalliques où sont posés dessus donc des modules photovoltaïques. Alors, les zones UEM, c'est-à-dire à vocation économique, elles sont ciblées, mais on a estimé qu'elles n'étaient pas suffisantes. Donc, nous souhaitons étendre la zone d'accélération à l'ensemble des parkings de la commune. Les parkings, qu'ils soient communaux, métropolitains ou privés. Pour les parkings communaux, on a fléché le cimetière Beau-Soleil, le parking Hippolyte Derouette et le parking P+R rue des Papillons. Évidemment, même si on a ciblé et fléché des parkings, ça dépend aussi du potentiel solaire, de la présence d'arbres sur le site. Chaque parking sera étudié au cas par cas. Ce n'est pas parce qu'on l'a fléché qu'il y aura forcément un projet d'ombrière qui sera installé.
On souhaite aussi intégrer dans la zone d'accélération la Désirée, le secteur du centre technique municipal, de la salle du Vigneault et le pôle associatif de Lillette. Important, on a fait le choix de ne pas intégrer de zones agricoles pour les préserver et les dédier uniquement à la production agricole. Donc voilà pour le choix des ombrières solaires. Après, le solaire en toiture. Alors, on aurait pu faire le choix de se dire, en fait, tout notre territoire est potentiellement en capacité d'avoir du solaire en toiture, mais on a souhaité identifier des zones de priorité. C'est pour ça qu'on a identifié les zones en jaune, mais bien sûr, tout ce zonage n'empêche pas de réaliser des projets sur des toitures hors zone, en s'appuyant sur le cadastre solaire qui donne une idée du potentiel de production. Le choix que nous vous proposons est d'intégrer l'ensemble des bâtiments municipaux de la commune, y compris l'église, les habitations collectives telles que celles de la ZAC des Vignes, celles du cœur de ville, le cœur de ville qui est en zone UMB, c'est-à-dire à vocation mixte résidentielle, en plus des zones UEM à vocation économique. On souhaite inclure le secteur de la Désirée, l'îlot de la Sanglerie et le côté ouest le long de la rue de Nantes. Actuellement, Toyota, toute cette zone-là. Voilà pour le solaire en toiture qu'on vous propose. La géothermie, donc ça c'est l'énergie qui est issue de l'énergie de la Terre. On a considéré que l'ensemble du territoire peut potentiellement recevoir des projets de géothermie seulement en diffus. Aucun gros projet d'envergure ne semble pouvoir s'implanter techniquement. Donc, ça serait uniquement des projets à petite échelle sur tout le territoire, qui sera étudié au cas par cas. Voilà, du coup, il y a les énergies qu'on a ciblées. Les deux qu'on n'a pas retenues, il y a la méthanisation et l'éolien. Alors la méthanisation aussi, pour juste un petit explicatif, c'est un processus biologique de production de biogaz, principalement du méthane, à partir de la dégradation des matières organiques, animales ou végétales. Alors notre commune n'est pas un territoire d'élevage, mais plutôt une terre de maraîchage, ce qui représente a priori moins de potentiel pour la méthanisation. Et d'autre part, nous ne souhaitons pas développer des projets de méthanisation qui induiraient un flux important de véhicules pour le transport des matières organiques. Ça serait un peu incohérent avec l'impact carbone. Et en plus, il y a aussi la complexité technique de connecter l'énergie au réseau de gaz actuel. Donc il y a aussi une grosse difficulté technique. Donc on a considéré que ce type d'énergie n'était pas approprié à notre commune, donc on n'a pas cartographié. Et l'autre, c'est l'éolien. Alors nous, on s'est appuyé sur les zones potentielles de grands éoliens qui sont définies par l'État. Et il s'avère que la DREAL n'a identifié aucune zone potentielle pour une grosse installation d'éoliennes sur notre commune. On a donc tenu compte de leur expertise et exclu cette possibilité. Et de la même façon, les petits projets individuels éoliens sont bien entendu pas interdits et seront traités aussi au cas par cas de façon diffuse et à toute petite échelle. Voilà les choix qu'on a faits sur ces zones d'accélération. Donc, et ça amène peut-être à des questions, des commentaires, des... Pardon, excusez-moi. Merci Sylvie pour cette présentation qui reflète bien les échanges qu'on a eus dans le groupe de travail. J'avais une question complémentaire par rapport au réseau de chaleur. Donc, comme tu l'as évoqué, la commune ne fait pas partie du schéma directeur de développement de ces réseaux de chaleur pour Nantes Métropole. Est-ce qu'on s'est rapproché de Nantes Métropole pour savoir est-ce qu'à terme il y avait une connexion qui était possible ou est-ce qu'il faudrait que l'on reste tel qu'on est avec simplement des petites unités qui peuvent s'entendre aussi autour des bâtiments communaux, mais un rattachement au réseau métropolitain puisque de mémoire il doit arriver relativement proche, près du mine ou quelque chose de ce type-là, si je ne m'abuse, donc finalement pas si loin que ça, et un raccordement au réseau global pourrait être intéressant. Donc est-ce qu'il y a eu des approches et quelque chose envisagé à ce sujet? Je me doutais bien que vous alliez répondre.
Disons que effectivement, il y a une approche. Aujourd'hui, ces sérénières ne figurent pas dans le schéma directeur du réseau de développement de chaleur parce que la densité thermique n'était pas suffisante pour justifier une efficacité à la fois thermique et économique. En revanche, au vu des projets urbains de densification qui sont en cours sur votre commune, il pourrait être étudié l'opportunité d'un réseau de chaleur, mais qui serait propre en fait avec la chaufferie directement sur votre commune, dans le cadre de la révision du schéma. Étant donné aujourd'hui à l'échelle de la métropole, la chaleur représente la plus grande source d'énergie renouvelable, et donc il y a énormément de projets qui sont en cours. Donc il y a des projets d'extension sur les réseaux existants et des projets de création. Donc en fait, il a été décidé que ce schéma serait actualisé tous les 3 ans. Donc là, il a été adopté le dernier en décembre 2023. Donc normalement en 2026, il y aura à nouveau des études d'opportunité qui seront menées sur demande des communes. Donc donc effectivement, il y a ces zones d'accélération qui sont identifiées, mais pour formaliser la demande, il serait bien que la commune formalise un courrier auprès de la métropole pour acter de cette demande d'étudier l'opportunité du réseau de chaleur. Merci, c'est très clair. Sylvie, tu parlais de... Bonsoir, pardon. Tu parlais de groupe de travail. Tu peux nous donner brièvement la composition du groupe de travail ? Alors, merci. Je peux arrêter là si ça me suit. Donc c'était juste pour aussi resituer cette démarche dans le cadre de métropolitain. Donc aujourd'hui, il y a un plan climat air énergie territorial. D'ailleurs, vous êtes sollicité, qui va être à nouveau actualisé et voté en conseil métropolitain de juin. Il y a un schéma directeur des énergies qui définit des objectifs de production d'énergie renouvelable à l'échelle de la métropole. Donc, un objectif à 2030 de 20%, tout en sachant que d'après les chiffres 2021, au niveau de la métropole, on est à 9% d'énergie renouvelable. Donc, les zones d'accélération définies par les 24 communes sont très importantes pour essayer d'atteindre cet objectif de 20%. Forcément, c'est un ensemble d'hypothèses qui est posé sur les cartes que vous avez définies. Laurent, donc, qui est notre agence d'urbanisme, a défini des hypothèses de conversion en projet. Et donc, quand on s'appuie sur ces hypothèses, la commune des Sorinières, qui aujourd'hui a 7% d'énergie renouvelable, passerait à entre 12 à 15%. Donc, ça permettrait de contribuer à l'atteinte de l'objectif métropolitain. Et donc, peut-être juste pour finir le calendrier, ce qu'on n'a pas dit mais qui est très important, c'est que les cartes que vous avez présentées ont été concertées auprès des habitants des Sorinières entre le 22 janvier et le 22 février. Il n'y a pas eu de remarques. Donc ça, sur d'autres communes, il y a eu des remarques. Là, il n'y a pas eu de remarques. Donc ça témoigne que les citoyens sont favorables sans doute à ces énergies renouvelables. Les prochaines étapes, donc effectivement, il y a la délibération ce soir. Ensuite, au niveau métropolitain, il y aura en conseil métropolitain le 28 juin prochain une présentation de l'ensemble des zones d'accélération ENR à l'échelle des 24 communes, une synthèse qui sera débattue. Et donc les cartes en fait ensuite les données vont être saisies dans un portail national pour pouvoir partager à l'échelle France en fait les zones d'accélération. Donc il faudra que ce soit fait d'ici le 15 août. Ensuite, ces cartes-là, elles doivent être soumises également à un comité régional de l'énergie
qui est donc animé, piloté par l'État et la région. Et donc, ce comité régional devra vérifier que les cartes de chacune des communes de la région contribuent bien à l'atteinte des objectifs régionaux. Et il émettra un avis sur vos cartes. Si, une fois cet avis émis, il sera nécessaire à nouveau de délibérer. S'il y ait modification ou pas, il faudra repasser une délibération pour acter des cartes définitives. Et ensuite, donc, ces cartes ont vocation à être actualisées tous les 5 ans. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Hervé? C'est pas forcément une question, c'est plutôt... on va pas parler d'état d'âme, mais je voulais avoir une autre lecture du fait qu'il y a eu 0 annotation lors de cette enquête publique. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les habitants des Sorinières, acceptent tel quel, ou est-ce que les habitants des Sorinières ne se sont pas saisis du dossier et n'ont peut-être pas compris la finalité ou se sont complètement désintéressés du sujet. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais peut-être faudra-t-il se poser des questions sur les prochaines enquêtes pour vraiment que les gens puissent se saisir de ce type de sujets qui sont quand même assez importants. Vous avez peut-être un retour sur les autres communes? Oui. Alors, peut-être... oui, Vincent? Le manque d'annotation ne veut pas dire manque de visite et de lecture des documents. Ça, je pense que c'est le premier point à avoir à l'esprit. C'est vrai qu'on est aussi dans un contexte où les gens se projettent pas forcément sur ce type de démarche. À titre d'exemple, il y a une réunion publique à Saint-Herblain. Il n'y avait pas de public. Il n'y avait que des élus et des personnes des services. Donc les façons d'essayer de mobiliser la population peuvent être assez diverses, mais avec des résultats qui sont assez différents en fonction des thématiques et je pense aussi du contexte malgré tout. Après, pour nous, c'est quand même une façon de montrer qu'on souhaite aller de l'avant. On parlait du réseau de chaleur tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas de réseau de chaleur, on n'est pas dans le schéma directeur. Ça n'empêche qu'on pose déjà les premiers jalons pour dire on est intéressé et on souhaite aller vers cette énergie-là. Donc, je suis pas sûr que le manque d'annotation marque un manque d'informations, sachant que sur d'autres types d'enquêtes publiques, on a souvent maintenant aussi des présentations sur Internet, des choses comme ça. Donc, les différents médias potentiellement peuvent permettre une information de la population. Voilà. Oui, vas-y. Peut-être que si c'était des concertations sur un projet qui serait un vrai projet réel, concret sur la commune, peut-être que ça mobiliserait plus les habitants, ils auraient plus envie de comprendre le projet et de donner leur avis et de participer à une concertation, que là, comme c'est identifier des zones où éventuellement il y aurait des projets, ils se sentent peut-être moins mobilisés, quoi. Mais... Et donc, par rapport aux communes du pôle, donc, par exemple sur Saint-Sébastien également, il n'y a pas eu de remarques. Donc, vous n'êtes pas la seule commune dans ce cas-là. Sur Basse-Goulaine, il y a eu une contribution citoyenne qui a induit des modifications des cartes. Et sur Vertoul, il y a eu énormément de contributions. Et Rosé, il y en a eu je crois une dizaine. Donc, en fait, voilà, c'est variable selon les communes. Je ne sais pas après quoi en tirer comme information. Je pose simplement le constat. Moi, je rejoins ce que tu disais, Vincent, mais c'est vrai que par contre, le flux mairie il y a eu du monde qui est passé. Donc nous, pour être présents, et c'était ici dans la salle du conseil, on a vu du passage. Donc ça veut dire qu'effectivement, les gens se sont déplacés pour consulter. Et du coup, je voulais quand même préciser le vote, la délibération, donc elle porte sur la cartographie. Donc il est proposé aux conseillères municipales et aux conseillers municipaux d'approuver le bilan de la concertation.
d'arrêter les propositions de zones d'accélération qu'on vous a proposées ce soir, de valider la transmission de la cartographie de ces zones au référent préfectoral à l'instruction des projets d'énergie renouvelable et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique du département de Loire-Atlantique sous forme cartographique, ainsi qu'à Nantes Métropole pour réaliser directement la saisie sur le portail cartographique national des énergies renouvelables et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Merci beaucoup. Et merci beaucoup, Patricia, pour tout ton travail d'accompagnement. Merci, oui, merci de votre présence. On va pouvoir accompagner... Juliette, tu peux accompagner Patricia?